le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Erlichi Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans la page internationale au grand journal du 14h, en direct depuis la Newsroom, dans la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts. Erlich Dorelas pour la présentation. Pour présenter ce grand journal à Jacques Mahel, Joannel François et Smith, Jean-Julien Robans assure les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Osana, 102.3 FM. À Jacques Mahel, l'assassinat du président haïtien continue de dominer la presse internationale. Le désespoir économique du peuple haïtien, c'était déjà le pays le plus pauvre des Amériques. L'économie d'Haïti a continué de s'enfoncer ces dernières années sous le gouvernement de Jovenel Moïse. Voici un reportage signé Radio-Canada. Les habitants de Port-au-Prince sont privés d'essence depuis un mois. Raison à la guerre des gangs qui bloquait l'accès aux raffineries. Elle est de retour, mais la distribution se fait au compte-gouttes. Guerre des gangs, Covid, maintenant l'assassinat du président qui aggrave la situation économique. Situation désastreuse, et bien avant la mort du président et bien avant le Covid-19. Cet ancien directeur de la Banque centrale a écrit un livre intitulé « Haïti, une économie de violence ». D'abord, le taux de change varie énormément parce qu'il y a un taux officiel et un taux parallèle dû à une forte spéculation. Donc c'est une situation extrêmement précaire pour les populations les plus vulnérables parce qu'ils n'ont pas accès au dollar, ils n'ont pas accès, ils n'ont pas d'amitié, ils n'ont pas de contact pour pouvoir avoir les dollars. Et là, le commerce de l'argent devient extrêmement important parce que nous ne produisons rien. Donc les Haïtiens sont assistés et sont dépendants de la diaspora. Les 3 milliards que l'on reçoit de la diaspora, c'est ce qui fait fonctionner l'économie haïtienne là maintenant. 4 millions d'Haïtiens sont en situation de vulnérabilité alimentaire et 2,5 millions en situation d'urgence alimentaire. L'économie a été capturée par un groupe de privilégiés au détriment de tous les autres. Ce n'est pas nouveau. D'abord, c'étaient les vieilles grandes familles, puis les proches des régimes successifs. Ils demandent tous leur part du gâteau. Avec l'arrivée de Martelly, ce sont des gens qui faisaient partie du Parlement. Donc on a eu des sénateurs, des députés et ensuite des gens liés au clan de PHTK et d'autres clans et politiques. Ce sont eux qui sont devenus, si vous voulez, les nouveaux entrepreneurs politiciens, comme les anciens ont été balayés. Ce sont ces entrepreneurs politiciens qui ont des contacts avec l'État et qui, eux aussi, ils exigent des privilèges au niveau des institutions de l'État, la douane. Le Sénat n'est pas en mesure. La présidence de Jovenel Moïse n'a rien arrangé. On continue d'assister au pillage systématique des ressources et des fonds propres de l'État, même ceux qui sont empruntés. La corruption est générale. Des 4 milliards de dollars avancés par le Venezuela dans le cadre du programme Petro-Caribé, 2,5 milliards ont disparu. Des projets ont démarré et restent en chantier. Des ponts, des routes, des stades. Le nouveau Parlement n'est toujours pas bâti. Il n'y a que l'édifice du stationnement. Ceux qui ont protesté contre cet énorme scandale de corruption ont été réprimés. Pour moi, nous sommes en train d'assister à l'implosion d'un État mafieux. Le départ du président Moïse aura au moins donné l'occasion de tout remettre à plat. Les premiers concernés sont ceux qui vont former le gouvernement provisoire jusqu'à des élections. Mais on sait déjà que les principaux acteurs en ce moment sont en profond désaccord sur la suite des choses. Jean-Michel Leprince, Radio-Canada, Port-au-Prince. Dans toute la presse internationale, zooming sur la situation politique en Haïti. Laissons Haïti, direction Afghanistan. L'avancée des talibans suscite l'inquiétude en Afghanistan. Le scénario d'un retour des talibans à Biela. En seulement 2 mois, ils affirment s'être emparés de la quasi-totalité du pays. Sur place, c'est l'effroi qui domine pour de nombreux Afghans. Voici un reportage signé TV5 Monde. Le drapeau taliban flotte à la frontière entre le Pakistan et l'Afghanistan. Le drapeau afghan, lui, a été retiré. Les talibans assurent s'être emparés d'un poste frontière clé. Une information démentie par les forces afghanes, mais confirmée par le Pakistan. De nombreux habitants tentent de franchir la frontière, trop pour les gardes pakistanais. Des centaines de personnes sont repoussées. Des gaz lacrymogènes leur sont lancés. Nous sommes avec une femme qui est malade, qui a été amenée à Karachi pour un traitement. Maintenant, nous sommes assis ici. Nous ne pouvons ni avancer, ni revenir sur nos pas. La route est fermée. Il n'y a personne derrière nous. Où devrions-nous aller maintenant? Nous sommes à court d'argent. Esselés, isolés, voire même enclavés, les forces afghanes tentent de résister sans grand succès.
Sur ces images prises il y a quelques jours, les soldats sont pris pour cible par les talibans. Les rebelles ne cessent de progresser en Afghanistan. Plusieurs postes frontières clés avec l'Iran, le Turkménistan, le Tadjikistan et depuis hier, le Pakistan sont tous sous leur contrôle. Tout cela en seulement 2 mois. Ces derniers jours, les rebelles affirmaient contrôler 85% du territoire afghan. Ils profitent du retrait progressif des troupes étrangères. Les États-Unis l'ont promis, il n'y aura plus aucun soldat américain en Afghanistan au 31 août. Leurs alliés afghans et leurs familles, soit plus de 80 000 personnes, devraient être également évacuées à cette date. De son côté, la France a appelé sa centaine de ressortissants à quitter le pays. L'Allemagne et la Chine ont donné le même conseil. Les talibans ont proposé 3 mois de cessez-le-feu. En échange, ils réclament la libération de 7000 prisonniers. En Éthiopie, la guerre du Tigré, un conflit interethnique. Le Tigré, la région aux terres fertiles et très convoitée, continue d'être au cœur du conflit ethnique qui oppose Amhara et Tigrériens. Voici un reportage signé Africa News. Le Tigré, situé au nord de l'Éthiopie, à proximité de la frontière avec l'Érythrée et le Soudan à l'ouest, la région aux terres fertiles continue d'être au cœur du conflit ethnique qui oppose Amharas et Tigréens. Depuis 2018, les Tigréens, ethnie minoritaire du pays, soit 6% de la population, accusent le Premier ministre Abiy Ahmed d'opprimer leur communauté. Actuellement, le FLPT, Front de libération du peuple du Tigré, dirige la région. Ils sont en guerre contre le gouvernement fédéral éthiopien. Pour Mekonnen Nega, membre d'une unité de maintien de la paix de la milice Amhara, les Tigréens ont eux aussi joué le rôle d'oppresseurs dans le conflit. La réforme est bonne pour ceux qui ont été opprimés. Le FLPT a essayé de nous faire taire. Ils nous ont opprimés, de sorte que l'amharique ne pouvait pas être parlée et les chansons amhariques ne pouvaient pas être chantées. Mais maintenant, nous avons trouvé la liberté, nous dormons mieux la nuit. Arrivé au pouvoir grâce à des manifestations anti-gouvernementales, Abiy Ahmed a rapidement mis les hauts responsables du FLPT sur la touche. Alors que les Amharas arrivaient, les civils tigréens ont fui par milliers, et même s'ils craignaient pour leur vie, certains ont choisi de rester. Ce qui m'inquiétait, c'était les coups de feu. Nous sommes restés dans l'église pendant 2 jours, puis quand les militaires sont arrivés, nous étions heureux, car il n'y avait rien de mieux. Alors ma famille et moi sommes restés ici. Je n'ai pas pensé à partir. Quand un gouvernement part et qu'un autre arrive, il faut l'accueillir avec joie. Une vision qui malheureusement ne fait pas l'unanimité. Face aux vidéos d'expulsions violentes et parfois mortelles, les dirigeants tigréens ont clairement indiqué qu'ils n'y croyaient pas. Au Libye, Amnesty International dénonce dans un rapport le traitement atroce subi par des migrants en Libye. Dans son dernier rapport, Amnesty International AI dénonce le traitement que subissent les migrants interceptés en Méditerranée et envoyés dans les centres de détention en Libye. L'ONG déplore également l'aide honteuse des Européens. Voici un reportage signé Euronews. Les centres de détention libyens, une nouvelle fois pointés du doigt. Dans un rapport d'une 50aine de pages rendu public ce jeudi et intitulé « Personne ne vous cherchera », Amnesty International dénonce le traitement atroce subi par des exilés interceptés en mer Méditerranée et envoyés de force dans ces centres en Libye. Selon l'ONG, la direction libyenne de lutte contre les migrations illégales aurait légitimé des violations des droits humains en prenant le contrôle de 2 centres de détention gérés par des milices où des centaines de réfugiés et migrants ont fait l'objet de disparitions forcées ces dernières années. Ce rapport terrifiant jette un nouveau coup de projecteur sur la souffrance des personnes interceptées en mer et renvoyées en Libye où elles sont immédiatement placées en détention arbitraire et systématiquement soumises à la torture, aux violences sexuelles, au travail forcé et à d'autres formes d'exploitation en toute impunité. Dans l'un de ces centres, des témoins ont fait état de viols sur des femmes par des gardiens. Selon Amnesty, les gardiens les forçaient à avoir des relations sexuelles en échange de nourriture ou de leur liberté. L'ONG, qui appelle les autorités libyennes à fermer immédiatement ces centres de détention, dénonce aussi l'aide honteuse des Européens. Ce rapport souligne également la complicité persistante des États européens qui continuent honteusement d'aider les gardes-côtes libyens à intercepter des personnes en mer et à les renvoyer de force dans l'enfer de la détention en Libye, alors qu'ils ont parfaitement connaissance des horreurs que ces personnes vont subir.
Pour Amnesty, les États européens doivent suspendre leur coopération sur les migrations et les contrôles des frontières avec la Libye et aider de façon urgente des milliers de personnes coincées là-bas et ayant besoin d'être protégées. Au Liban, Saad Hariri renonce à former un gouvernement. Le Premier ministre désigné au Liban, Saad Hariri, a annoncé jeudi qu'il renonçait à former un gouvernement près de 9 mois après avoir été nommé au moment où le pays est confronté à la pire crise socio-économique de son histoire. Au journal de France 24, la correspondante Zeina Antonios faisait le point. 20 minutes pour acter d'un énième désaccord pour leur deuxième rencontre en 2 jours. Le président libanais Michel Aoun n'est pas parvenu à s'entendre sur la liste de 24 noms des spécialistes soumises hier par son Premier ministre désigné, Saad Hariri. Zeina Antonios, vous êtes à Beyrouth pour France 24. Qu'est-ce qui a bloqué ? Ce qui a bloqué, c'est que ce n'est pas la première fois, ce n'est pas la première mouture que Saad Hariri présente à Michel Aoun. Et à chaque fois, c'était les mêmes discussions autour du fait que le président de la République tenait à nommer certains ministres, tenait à avoir son mot à dire dans la formation du gouvernement. Et c'est ce que le Premier ministre désigné, Saad Hariri, a toujours refusé. Saad Hariri, après cet entretien aujourd'hui de 20 minutes à peine, vient de se récuser. Il avait présenté une énième mouture avec 24 noms de technocrates, d'experts. Il vient de se récuser. Il a dit à sa sortie du palais présidentiel que clairement, il n'allait pas trouver un terrain d'entente avec Michel Aoun qui s'obstine, qui persiste et signe sur ses demandes. Saad Hariri aussi de son côté persiste et signe. Pas de concession d'un côté ou de l'autre, ce qui fait qu'on est face à un nouveau blocage. Il va falloir maintenant trouver un nouveau Premier ministre, ce qui ne va pas être chose facile. Et puisque c'est une tâche difficile, ce sera un cadeau empoisonné pour la personne qui succédera à Saad Hariri, puisque le pays est plongé dans une crise économique, sociale, sanitaire sans précédent. Donc les jours à venir nous diront à quel point cette récusation pourrait être négative pour le pays. Merci Zeina Antonios avec nous en direct de Beyrouth. C'est la fin de la page internationale, le grand journal du 14h pour aujourd'hui. Présentation, Erlich Dorelas, production Edprod, réalisation Télébeltor pour le compte de la radio évangélique Hosanna à Jacmel. Il fait beau temps pour aujourd'hui, un soleil qui est à son zénith, 81 degrés Fahrenheit à Boston, 27 degrés Celsius. À Jacmel, 86 degrés Fahrenheit, 30 degrés Celsius. Passez un excellent jeudi en compagnie de la radio et gardez le sourire, car le sourire ça rajeunit le visage. Bonsoir, à demain. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas.